Bonjour, Bonjour. bienvenue à tous. On est très heureux de pouvoir vous présenter ce webinaire. Donc, pour remettre tout ça un peu dans le contexte, on organise ce webinaire dans le cadre de notre projet Mémoire Recherche, dont la thématique porte sur le développement des réseaux des alumni. Pour ce projet, on a décidé de partir sur deux éléments pour notre partie pratique, à la fois ce webinaire et des interviews aussi que vous pourrez retrouver sur le site de l'IAE. Donc l'objectif là du webinaire, ça va être d'échanger avec les alumni sur leur parcours, d'obtenir des conseils et puis surtout d'avoir leur retour d'expérience sur toute cette aventure. Pour nous présenter un peu tous les 5, donc nous voici avec Mathieu qui allons être les présentateurs de ce webinaire, ainsi que mes 3 autres camarades. Bonjour, bienvenue sur le webinaire. Déjà, merci à tous d'être présents. Donc, nous sommes l'équipe de modération, pardon. Je suis avec Nicolas Basso. Bonjour. Angie Groslo. Bonjour. Et moi-même, Lantaran Baptiste. Donc, on vous remercie. Et nous sommes donc chargés de vous accompagner tout le long de ce webinaire et de faire en sorte que celui-ci se passe bien. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat directement et nous les traiterons en fin de webinaire, donc dans la partie qui est dédiée. Parfait. Merci les garçons. Donc tout d'abord, merci à l'IAE Clermont-Auvergne qui nous a permis de créer ce projet. Nous remercions également François Cassière, à l'origine du développement du réseau Alumni et également tuteur de notre mémoire, de nous avoir fait confiance et donné de son temps pour la réalisation de ce webinaire. Bien sûr, ce webinaire n'aurait pas pu se faire sans la participation des 5 alumni qui nous font l'honneur d'être présents et de venir échanger sur leur parcours et leur carrière à l'international. Donc un immense merci à Margot Jean Mougin, Mathieu Hall, Gaëtan Pacton, Fabien Chavot et Grégory Davrieux. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus et suivre l'actualité du réseau, n'hésitez pas à retrouver le compte des alumni sur tous les réseaux. Il y aura un lien à retrouver aussi sur le site de l'IAE. Voilà. Et pour celles et ceux qui souhaitent revoir ou montrer le webinaire à leurs proches, vous pourrez le retrouver en rediffusion sur ces mêmes plateformes. Autre chose avant de commencer les présentations. Donc pour l'ensemble des diplômés présents dans le live, et je parle bien seulement des diplômés, si vous avez 30 secondes à la fin du webinaire pour intégrer le groupe des alumni sur LinkedIn, donc voilà, ça permettra au réseau de se développer. Et nous vous en remercions. Donc, pour l'organisation de ce webinaire, il sera décomposé en plusieurs parties. La première va permettre à tous nos alumni de se présenter brièvement sur leur parcours pro et personnel. Ensuite, il y aura une petite partie défis auxquels ils ont été confrontés ainsi que les opportunités. Ensuite, une partie 3 sur la préparation à faire avant de partir, toutes les compétences qu'il faut avoir. Une 4e sur l'importance ou non des réseaux personnels et professionnels. Et ensuite, dernière chose, les alumni nous feront part de leur retour d'expérience et de tous leurs conseils. Enfin, pour vous les spectateurs, il est possible d'interagir en posant des questions tout au long du webinaire. C'est l'équipe modératrice qui s'occupera de poser les questions à la fin. En revanche, si une question est destinée à une personne en particulier, mentionnez-la bien. Voilà, et puis vous avez un onglet questions-réponses, Q&R. Donc, ça sera là-dessus qu'il faudra poser les questions. Et donc, je te laisse voilà. la parole. Je pense qu'on peut commencer sur la première thématique. Donc, on peut lancer... par exemple, Margot, si tu veux bien commencer. L'objectif, c'est de se présenter en quelques mots le parcours étudiant, ensuite professionnel, avec les différentes étapes clés. Et ensuite, qu'est-ce qui vous a motivé à développer votre carrière à l'étranger ? Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Margot Jean Mougin. Donc, aujourd'hui, j'ai 32 ans. Je suis actuellement basée à Clermont-Ferrand où j'ai fait mes études. Donc, j'ai commencé par une licence échanges internationaux à l'université de Blaise Pascal, que j'ai continué sur un master à l'IAE donc de Clermont, marketing et communication commerciale, que j'ai fait en alternance, où j'étais chez Michelin à l'époque. Et ensuite, en fait, directement après mon alternance, je suis partie à l'étranger, 3 ans donc au Canada, basée à Montréal, au Québec,
Ensuite, je suis rentrée en France un petit temps, puis repartie en Polynésie française, à Tahiti, toujours pour le travail, pour ma carrière professionnelle. Et qu'est-ce qui m'a poussée en fait à partir dès ma sortie d'études et aller travailler à l'étranger. J'ai toujours eu cette curiosité un petit peu de découvrir d'autres cultures, d'autres façons de travailler, d'autres manières de penser aussi et de réfléchir en collectivité, en communauté. Donc c'était intéressant pour moi de venir développer ma carrière internationale en ce sens. Parfait. Et votre métier actuel, du coup? Et je suis actuellement directrice marketing et communication d'un laboratoire de microbiologie, Biome Labs, à Clermont-Ferrand. Donc Mathieu Hall, actuellement donc basé au Canada depuis très très longtemps maintenant. Actuellement directeur général de la Fusée, qui est un centre de formation en numérique et en intelligence artificielle. On œuvre sur le Québec depuis une dizaine d'années à peu près. Moi j'ai un parcours, je viens de la région parisienne à la base. J'ai fait mes études jusqu'au BTS que j'ai fait en chambre de commerce. Après le BTS, dans un premier temps, je me suis dit bon c'est assez, il faut que j'aille travailler et voir ce qui se passe. J'avais fait aussi mon BTS en alternance. Donc, le monde du travail et de l'entreprise m'a interpellé très, très rapidement. Et j'aime beaucoup le monde de l'entreprise, en fait, que je compare à plein de choses et j'aime naviguer à l'intérieur de ça. Et l'étranger s'est présenté à moi quelques années plus tard via un ami qui était parti s'installer à Londres et que je suis allé voir régulièrement au week-end. Et je me suis dit, oh, mais finalement, l'étranger, c'est accessible à tout le monde. Et donc, je suis parti une première fois en 2004 pendant 1 an au Canada avec un permis vacances-travail que beaucoup d'entre vous jeunes vous connaissez. Maintenant, ça a changé beaucoup là, les paramètres. Et j'ai fait 1 an et je ne maîtrisais pas l'anglais à l'époque, donc ça a été un petit peu quand même contraignant. Donc je me suis dit, OK, je vais revenir plus fort. Et je suis parti 2 ans à Londres, apprendre l'anglais, mais pas que. J'ai à chaque fois travaillé dans mon domaine qui est les technologies. Et à l'époque, j'étais plutôt sur des métiers de représentant des ventes et marketing. Et puis, donc j'ai renforcé mon CV et je suis revenu au Canada en 2007. Donc maintenant, ça fait vraiment très longtemps que je suis ici, à 18 ans que je suis installé ici. Et je suis, moi, malgré mes 46 ans, de la promo 2023, puisque après avoir dit c'est assez pour les études, je suis revenu à distance et en validation des acquis de l'expérience il y a 2 ans de cela. Parfait, merci pour la présentation. Si Fabien veut bien se présenter aussi à son tour. Merci. Bon, pour ma part, Fabien, je suis à l'heure actuelle basé à Amsterdam. Je suis à Amsterdam depuis maintenant 2 mois. Je suis chez Danone. Je suis acheteur senior, donc aussi responsable des catégories. Donc, j'achète des prestations de services. Avant Danone, j'étais chez Wella Company en Suisse, où j'étais aussi responsable de catégorie, Global Category Manager, pour les mêmes services. Donc, j'étais basé à Genève. Faut suivre un petit peu. Hein. Avant ça, j'ai eu aussi un sujet où j'étais en Angleterre. J'étais en Angleterre chez LeasePlan, leader du leasing automobile, où là, j'étais en charge, toujours dans les achats, d'implémenter le service des achats indirects, donc mettre en place les processus, etc., ce qui a été vraiment, vraiment enrichissant et très intéressant pour moi, mais cela à un niveau local, donc purement l'Angleterre, tandis qu'aujourd'hui, mes positions sont plutôt à l'international, où j'ai 55 marchés à disposition. Et avant ça, j'ai commencé en tant qu'acheteur logistique chez Honda au UK, où j'étais responsable de la logistique européenne d'un point de vue purement achat. Et un petit peu avant ça, j'étais à nouveau chez Danone, où j'étais responsable de logistique, acheteur logistique. Mon parcours purement d'études, ça a été. Alors moi, j'ai fini sur une école de commerce à la Catch Business School, en lien avec aussi le master à Clermont-Ferrand, parce qu'en fait, il y a eu un professeur qui m'a vraiment passionné des achats, Laurent Joly. Donc, c'est vrai que cette personne m'a vraiment passionné des achats. Il m'a quelque part poussé à aller voir un peu plus loin, et donc de vraiment me spécialiser dans ce domaine. Donc, promotion 2014-2015 pour le master logistique. Et avant ça, j'ai eu une licence AES et un DUT technique de commercialisation. Voilà. Moi, après, ce qui m'a clairement motivé de partir à l'étranger, ça a été, je pense, mon environnement.
l'environnement où quand j'étais en école de commerce, beaucoup de personnes partent à l'étranger. Et c'est vrai que du coup, il y a eu une énorme curiosité par rapport à ça, culturellement, comment ça va être, etc. Donc, j'avais fait un premier saut où j'étais parti à Dublin pour apprendre l'anglais, etc. Donc, quelques mois. Et la première expérience à l'étranger que j'ai pu avoir, c'était à Amsterdam, donc chez Danone déjà. Donc, j'étais stagiaire, donc très content d'être revenu après quasiment 10 ans. Euh, voilà, moi, ce qui m'a motivé, c'est vraiment la culture, finalement, la découverte d'autres choses. Et puis, bah, maintenant, ça fait quasiment presque 10 ans que je suis là-bas. Et sinon, je suis originaire de la Loire, dans le 42. Merci beaucoup. De toute façon, on reviendra sur tout ça plus en détail après. C'est une carrière vraiment faite d'opportunités. Donc, j'ai fini mes études à Clermont-Ferrand, comme semblerait tout le monde. J'ai fait ce qui s'appelait à l'époque un IUP de management et gestion des entreprises, où j'ai connu François Cassière et puis avec qui j'entretiens de très bonnes relations depuis tant d'années. Et en fait, l'opportunité de partir à l'étranger, c'était des discussions avec François, qui a eu, lui, l'opportunité de partir en 1991 faire un stage en Pologne, si je ne me trompe pas. Peut-être que l'année, ce n'est pas la bonne, je ne me souviens plus, je peux dire de bêtises. Mais moi, en 1999, donc j'étais en licence de management et j'ai eu l'opportunité de faire partie d'un groupe d'étudiants qui est allé en Roumanie, tout en sachant qu'à la base, on est parti pour un stage, pour apprendre, pour s'adapter à une culture qui était bien différente par rapport à ce qu'est la Roumanie aujourd'hui. Et quand nous sommes rentrés de stage, le groupe qui avait la franchise Carrefour pour la Roumanie avait signé un partenariat avec l'IUP et l'IUP recrutait des étudiants dans toutes les grandes universités de Roumanie pour les importer en France, leur donner un diplôme français et participer à l'ouverture du premier hypermarché à Bucarest, qui a eu lieu le 26 juin 2001 et dont nous avons été acteurs. Nous étions, je crois, à l'époque 30 étudiants, au total 25 Roumains et 5 Français qui avons fait partie de ça. Donc, par rapport à un cadre, à l'époque, le service militaire existait encore. Donc, on a utilisé la possibilité de faire notre service militaire en tant que coopérant. J'ai fait même d'ailleurs 2 fois la culbute parce qu'après, j'ai utilisé un autre programme qui s'appelait VIE et j'ai passé mes 3 premières années et demie en Roumanie avec Carrefour. Et puis après, j'ai décidé de rester là-bas et de voler de mes propres ailes. Actuellement, je suis depuis un petit peu plus de 2 ans et demi directeur général d'une société qui s'appelle Profirum Food. Profirum Food, c'est une société qui exploite des supermarchés. 1770, qui est un réseau qu'avec mes collègues, on a construit à peu près de zéro sur ces 14 dernières années en travaillant avec des fonds d'investissement et qui est une compagnie qui a été vendue à un groupe hollandais-belge qui s'appelle Ahold Delhaize, qui est un des plus grands joueurs européens, voire même mondiaux dans la grande distribution. Et nous avons fait une transaction d'1,3 milliard d'euros. Ce n'est pas nous qui l'avons négocié, mais c'est nous qui avons, on va dire, su vendre notre société, notre savoir-faire et notre parcours, et qui a intéressé très fortement le groupe Ahold Delhaize, qui a racheté cette société et qui en a pris officiellement le contrôle le 3 janvier. Juste pour vous dire, donc je vous ai dit que je quittais ma fonction, qui a été une décision personnelle, parce que je prends une rupture de contrat, j'utilise une rupture de contrat pour prendre une année sabbatique, remettre mes connaissances de la grande distribution au goût du jour, voyager dans tous les pays d'Europe de l'Est, voir quelles sont les dernières tendances en termes de retail et pouvoir repartir très probablement milieu 2026, soit sur une prestation de service en tant que consultant, membre de board pour toute société qui est active, on va dire, dans la grande distribution et principalement le secteur alimentaire, ou reprendre une fonction d'exécutif, soit opérationnel, soit CEO, en fonction des opportunités que je trouverai sur ma route. Donc, je vais bientôt commencer une période de reconstruction et développement personnel. Pour reprendre le parcours universitaire, j'ai commencé en 2001 par un DUT GLT à Montluçon. Et au bout des 2 ans de DUT, j'ai décidé de continuer et
J'ai eu la chance de bénéficier pendant 1 an, à l'époque, il y avait une ouverture pour créer un pont entre le DUT GLT et directement entrer à l'IUP de management à Clermont-Ferrand en licence. Et je suis entré donc en licence à l'IUP et j'ai suivi la partie logistique pour finir par un master en management et ingénierie logistique en 2006. Et le master terminé sur le gros de la 2e année du master était une formation sur SAP, outils pratiques et utilisation de SAP, ce qui généralement, à cette époque-là, a fait que 90% plus de la promotion est partie travailler là où il y avait de l'emploi, dans les cabinets de conseil et en majorité à Paris. Donc j'ai commencé 2 ans chez Sopra et puis au bout de 2 ans, j'ai changé de poste et je suis parti chez Accenture et je suis resté pendant 10 ans chez Accenture. Le monde du conseil où on change de client tous les ans, tous les 2 ans, donc beaucoup d'expérience, beaucoup d'industrie. J'ai eu la chance de commencer dans des industries de production et puis terminer dans mes dernières expériences chez Accenture dans une société de médias, Publicis, et dans la banque. Et pendant ces 10 ans chez Accenture, j'ai aussi eu la chance de travailler dans différents pays, donc à chaque fois pour les besoins d'une mission, passer la durée du projet, 8 mois, 1 an, dans les différents pays, Pays-Bas, Allemagne, États-Unis et France, non, c'est pas un pays étranger. En 2018, j'ai eu une opportunité. Je suis parti au Japon pour travailler pendant 6 ans, 6 ans chez NTT Data. Et puis récemment, il y a 6 mois, je suis revenu en Europe pour travailler chez Airbus Hélicoptère, dans la charmante région ou charmante ville de Donavert, pas le meilleur endroit pour partir en vacances. Où j'exerce le rôle de responsable de projet informatique sur une migration SAP. Qu'est-ce qui m'a motivé à l'époque? Je pense que dans un premier temps, c'était une opportunité qui s'est présentée via les différents projets que j'avais dans le conseil. Donc pas une volonté personnelle, mais quand l'occasion s'est présentée, je dis pourquoi pas. Et puis à un moment, ce qui m'a motivé pour partir vraiment plus à l'étranger, ça a été peut-être une insatisfaction de travailler en France, de toujours se plaindre en se disant peut-être qu'ailleurs c'est mieux, travailler avec des équipes étrangères c'est mieux. Et puis j'ai pu, grâce à mes différentes missions, j'ai eu cette chance de partir et de travailler et puis de voir ce qui est bon, ce qui est moins bon dans d'autres pays, apprécier aussi dans un sens le travail en France, même si depuis maintenant 8 ans, je ne suis pas retourné en France. Oui, je pense que le principal, on va dire le principal problème quand on arrive à l'étranger, surtout un pays qui n'est pas anglophone ou qui n'a pas une grosse maîtrise de l'anglais, c'est le problème de la langue. Donc, quand je suis arrivé au Japon, je ne parlais pas japonais. J'avais pris des cours rapidement. Mon arrivée au Japon s'est fait de manière très rapide sur un contact d'un ancien collègue. Donc, Et vous avez quand même pareil. pris des cours pour, du coup, vous J'ai pris adapter des un peu? cours. J'ai pris des cours. La première chose, je pense, en tout cas pour moi, c'est que quand on commence de réapprendre une nouvelle langue, passé un certain âge, on est très humble. On se rend compte très vite de ses limites. On a beau se dire, dans 3 ans, je vais être parfaitement bilingue, et au bout de 3 ans, on est toujours incapable Ah oui. d'aligner une phrase. Et puis, je pense que oui, le principal défi, c'est la langue, parce que on est dans une situation de travail au quotidien, et après, il faut trouver le temps en dehors du travail pour apprendre. Et c'est là où il faut avoir un bon équilibre, ce qui est malheureusement pas très compatible avec la vie d'employé en entreprise au Japon, puisque les horaires sont assez chargés. Et Ouais, le donc travail doit être chargé là-bas. Ouais. Exactement. Donc en bon professionnel, on fait au plus simple. On utilise, heureusement, maintenant il y a tout un tas d'outils de traduction de plus en plus performants. Et puis on utilise l'anglais. Si quelqu'un veut prendre la parole et nous partager ses défis. Margot, si vous voulez. Allez, c'est parti. Moi, je Allez, dirais que le nickel. premier défi, c'est déjà au niveau des visas, et cetera. C'est généralement alors, je parle hors Europe, forcément. Je vais parler de mon expérience, pour partir au Canada. Ça a été un petit peu abordé aussi, par, le PVT, par exemple, par des VIE, des choses comme ça. Généralement, c'est un petit peu la première difficulté à laquelle on se confronte, c'est: «OK, je veux aller dans ce pays, j'ai possiblement une opportunité ou pas encore, mais comment, en fait, je peux accéder à ce pays au niveau des réglementations, des lois, notamment des visas, et cetera».
Donc ça, je dirais qu'il faut toujours bien le préparer quand même. Il faut beaucoup se renseigner. Moi, j'ai beaucoup été aussi dans des after-work de Français qui sont partis à l'étranger, assister à des conférences de, par exemple, PVTIS, parce que moi, en l'occurrence, je suis partie donc, au Canada via un PVT, donc, qui est sur tirage au sort, mais où il y a tout un tas de paperasse quand même à préparer. Il y a des fonds disponibles à avoir, plein de choses à organiser. Donc, je dirais qu'il faut quand même une grande organisation de ce côté-là et que ça peut être l'une des premières difficultés. Et après, effectivement, c'est l'arrivée sur le territoire, quel qu'il soit, qui, de par la culture, une langue différente, Ouais, la des langue. manières d'interagir complètement différentes, qui peut au début surprendre, mais je pense que, et ça a d'ailleurs été dit, il faut beaucoup d'humilité et il faut ne surtout pas arriver en bon français conquérant en se disant je sais tout, je connais tout, j'ai tout vécu. Pas du tout. Des Vous petits arrivez conseils, ouais. quand même, vous arrivez quand même dans un pays où ils ne vous attendent pas. Ils n'ont pas forcément besoin de vous aussi toujours. Donc voilà, avoir une grande humilité, adaptabilité, se dire que vous êtes là aussi pour découvrir, pour comprendre, pour être intéressé, pour interagir, etc. Et pas arriver en disant bon, je suis dans un pays différent, mais je vais quand même aller tous les matins acheter ma baguette de pain parce que je suis un bon Français. Non, n'hésitez pas à découvrir la culture, à vraiment vous intéresser aux gens et je trouve que généralement ils vous le rendent bien aussi. Parfait, merci de l'intervention. Fabien, vous pouvez y aller. Ouais, plaisir. Ouais, voilà, nickel. Moi, de mon côté, pour avoir déménagé dans plusieurs pays, dont un qui n'est pas dans l'Union européenne, la Suisse, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de paperasse, effectivement, changement d'imposition, régime de retraite, etc. Donc, il y a quand même certaines choses d'un point de vue administratif qu'il faut être complètement au courant. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un vrai obstacle, pour le coup, dans un premier temps, et qui après, comment peut être surmonté en anticipant, en préparant, et en étant sûr que, voilà, en étant bien organisé. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Deuxième aspect, effectivement, quand on arrive au pays, et encore une fois, complètement d'accord, il faut savoir être très humble dans le sens où on arrive dans une nouvelle culture, avec parfois d'autres cultures, avec parfois certaines personnes qui ont d'autres intérêts. Et donc, c'est vrai qu'il faut savoir être un petit peu un caméléon et pouvoir savoir s'immerger dans une culture, Bien sûr. apprendre, être curieux, pas toujours être sur ses acquis. Je pense que c'est extrêmement important. Et après, je vais rejoindre aussi sur l'aspect de la langue. Ça ne stoppe pas en tous les cas, hein. Moi, je sais que mon premier travail aux Pays-Bas, j'avais réussi à avoir le stage sans parler l'anglais. J'ai passé quelques mois terribles derrière pour pouvoir apprendre en même temps que je délivrais un projet international. Donc, mais voilà. Donc, en soi, Vous êtes allé aux Pays-Bas sans savoir parler anglais. C'est ça, j'avais fait Ouais. un très beau test Excel, donc j'avais parfaitement réussi là-dessus. J'avais un côté d'analyse qui était très fort. Après, la langue était très compliquée pour moi et c'est vrai que voilà, faut accepter faut avoir beaucoup de résilience, faut accepter d'avoir des maux de tête en fin de journée parce que on apprend, on doit Ça doit calculer, ouais. on doit traduire et derrière toujours livrer le travail qu'on attend de nous. Donc non, je pense que vraiment pour consolider un peu tout ça, la curiosité et l'humilité est assez important. Si vous si avez vous des voulez- choses à compléter. Ouais. Ou si vous Ouais, partagez. je ne sais pas si des gens ont vu le film Bienvenue chez les Ch'tis. C'est un peu ça, partir au Québec, en fait, c'est que oui, ça parle français, mais alors on est dans une culture anglo-saxonne, parce qu'on est quand même, je veux dire, il y a les Gaulois francophones en Amérique du Nord déjà. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience de parler avec des gens en français, ou en tous les cas savoir que vous parlez la même langue, mais pas du tout vous comprendre, parce que justement, les expressions sont différentes, parce que la culture est différente aussi, donc on ne dit pas les mêmes choses pour les mêmes affaires. Ça a été, même si c'était la langue française, au début, ça a été un petit peu compliqué. Donc moi, quand je suis arrivé ici, en anglais, on dit thank you et on dit welcome pour dire OK. Comme nous, on dit de rien. Au Québec, ils ont gardé ça, mais en français. Donc vous dites merci et on vous dit bienvenue. Donc le premier jour où moi je suis arrivé, tous les gens me disaient bienvenue et j'étais comme oh wow, my God, mais comment ils savent que je viens juste d'arriver dans le pays? Donc il y a beaucoup de différences parfois, même quand on parle la même langue. L'humilité, moi je pense qu'elle vient de toute manière. Si quelqu'un n'en a pas, vous allez vite la trouver, ou en tous les cas, elle va vous trouver, parce que définitivement, si vous voulez vous en sortir à l'étranger, l'humilité
l'adaptabilité, c'est une des premières qualités à avoir, ainsi aussi que la débrouillardise. Ça, je pense que les Français, on est assez doués avec ça. On est capable aussi d'être un petit peu caméléon et d'évoluer dans un univers différent, mais toujours se rappeler que on n'est pas chez nous, quoi. Et même encore aujourd'hui, après tant d'années, j'ai beau être canadien maintenant, avoir un passeport canadien, des enfants franco-canadiens, je reste le français de service partout où je vais. Donc aujourd'hui, j'en joue. Alors ça peut aussi nous servir justement d'être le français quand ça fait du bien et d'être canadien comme hier quand on a gagné au hockey, on est canadien en ce moment. D'accord. La langue, ça reste de toute façon l'ennemi numéro 1 quand on arrive dans un pays et qu'on ne la maîtrise pas, mais je pense que, je sais pas, mais j'ai l'impression que dans la culture française, on est quand même des gens assez débrouillards et on va apprendre très vite. De toute façon, le cerveau, quand il n'a pas le choix et qu'il doit se mettre en position un peu de survie, il va apprendre très très vite. Donc l'anglais à l'école, j'étais pas très très bon, et quand je suis arrivé à Londres, au bout de 4 mois, j'étais rendu bilingue. Ça prend la bonne volonté aussi et la bonne place. De toute façon, si je puis me permettre, le meilleur apprentissage que vous pourrez avoir, c'est d'être dans le pays, hein. Enfin, vous aurez beau regarder toutes les séries Netflix en anglais, faire tous les cours sur Duolingo, etc. Il n'y a pas meilleur apprentissage que d'avoir son voisin qui te parle, d'avoir ton environnement de travail full dans la langue qui vient t'apprendre un petit peu cette langue, je pense. Je dirais même qu'au pub, après quelques bières, on apprend très très vite. Ouais. Je suis tout d'accord avec ça. On est vite bilingue. On parle beaucoup mieux. Sortir, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut faire quand on est sur place là-bas, dans le pays. Ouais. Du coup, bien sûr, pas s'enfermer chez soi. Non. Et du coup, Gaëtan, si vous avez eu un peu de défis à relever quand vous êtes parti à l'étranger. Des défis, oui. Je crois qu'on en a tous eu. Je crois que celui qui... Moi, je suis parti avec le désir d'apprendre la langue roumaine. Je l'utilise aujourd'hui 90% de mon temps. Okay. Je parle très rarement français. Compliqué la langue roumaine? Non, pas du tout. C'est une langue latine. Il y a énormément de bases communes avec le français. Et quand j'étais au collège, j'ai même eu... Je ne savais jamais pourquoi j'avais choisi le latin comme matière optionnelle, mais j'ai très vite compris que ça m'a beaucoup aidé pour parler le roumain. Ça m'a pris un petit peu de temps, hein, évidemment. Mais je dirais que ça m'a beaucoup aidé parce que quand je suis arrivé en Roumanie et que je prenais le bus le matin pour aller à mon bureau, quand les gens me demandaient de descendre du bus et que je ne les comprenais pas, ce n'était pas évident. Donc ça motive rapidement. Et puis après, je me suis retrouvé à diriger à peu près 80 personnes. Donc, même si le management de l'entreprise à l'époque était français, et pour pouvoir communiquer, il faut parler la langue. Même si, Dieu soit loué, les Roumains parlent très très bien les langues étrangères, donc on a pu un petit peu utiliser l'anglais pour communiquer au début. C'est quand même très très important, et pour l'intégration de pouvoir maîtriser la langue, surtout dans mon cas où ça fait 25 ans que je vis en Roumanie. Donc, c'est déjà une obligation. Donc, et j'ai fait aussi un autre choix, c'est de vivre relativement loin de la communauté française. Les seuls amis français que j'ai en Roumanie sont tous mariés avec des Roumaines. Enfin, ils ont tous fondé leur famille en Roumanie. Et pourquoi? Parce que justement, on était tous plus ou moins inscrits sur une période de passé dans le pays qui était pas du tout liée à un mandat d'expatriation, et on n'avait pas du tout les mêmes intérêts qu'une communauté d'expatriés. Mais je suis entièrement d'accord, il faut être débrouillard, il faut être humble. Je veux pas faire part de fausse modestie, mais je conduis une société qui a 28 000 employés. J'ai la malchance d'avoir ma photo dans beaucoup de revues spécialisées, ou même dans pas mal de coupures de presse, notamment par rapport, je dirais, à la période de transaction dont on vient de sortir. Et on apprend à ne pas savoir qui on a autour de soi, mais par contre, parce qu'on a sa photo dans le journal ou sur des sites de réseaux sociaux, beaucoup de gens savent qui je suis sans me connaître. Et il faut réellement garder la tête froide et effectivement se rappeler que à la base, on est un simple citoyen, une simple personne, et que
Bien sûr. La fonction, le rôle est autre chose. Et puis avoir aussi une tenue, je dirais, en public qui soit digne, parce qu'on est aussi une personne publique. On a aussi tous un point commun, c'est qu'on est parti jeune. Moi aussi, je suis parti immédiatement, mon diplôme en poche. Ok. Et je crois que ça nous a tous aussi beaucoup aidé de partir jeune et sur une première expérience professionnelle ou quasiment une première expérience professionnelle. Et effectivement, travailler à l'étranger offre, je dirais, beaucoup plus de liberté parce qu'on a une obligation de résultat qui, je pense, est beaucoup plus importante. Et on a des structures à mettre en place qui n'est pas forcément le cas, je dirais, dans le modèle français, ou tout au moins ce que j'arrive à échanger avec les connaissances et amis que j'ai gardés en France. On va directement passer à la prochaine thématique, l'influence des réseaux dans la carrière. Si quelqu'un a eu la chance d'avoir le réseau professionnel qui a pu aider dans la carrière, peut s'exprimer. En fait, mon arrivée au Japon s'est fait grâce à un réseau que j'ai construit au préalable dans mon ancien emploi. À l'époque Accenture, et en changeant de projet régulièrement et en essayant de me placer sur des projets internationaux, j'ai eu la chance de travailler avec des gens de bureaux différents de l'entreprise, donc dont sur un projet en Allemagne qui était en lead par Accenture Japon. Et un de mes managers, quelques années après, a quitté Accenture pour rentrer chez NTT Data et m'a recontacté, puisqu'on était en contact régulier, en me disant si tu veux venir au Japon, aujourd'hui c'est possible. Dans ma boîte, on recrute, on veut ouvrir une section internationale, on a besoin de compétences comme toi. Est-ce que tu es prêt ou pas? Et donc, maintenir un relationnel avec les gens avec qui on travaille, en tout cas pour moi, m'a permis Hyper important, ouais. d'ouvrir cette porte-là, qui, sur certains pays, peut être plus compliqué. Il y a des pays qui sont plus simples pour rentrer. Et puis d'autres pays où il y a peut-être, il faut passer par du réseau plus facilement en tout cas. Et parfois c'est pas utiliser des LinkedIn, mais des fois c'est les gens avec qui on va travailler directement ou indirectement qui vont permettre de faire garder des suivre une contacts, offre ouais. ou exactement. Parfait. Et j'ajouterais Je vois là-dessus qu'il y a- oui, je dirais que c'est quasiment que du réseau en général, mais pas le réseau acquis qu'on a pu avoir avant de commencer quoi que ce soit, c'est le réseau qu'on construit. Moi, je pense que dans chacun de mes postes, le réseau a fait quelque chose. Alors, par exemple, si je prends entre guillemets, si je prends mon poste chez Honda, quelque part, le réseau professionnel de l'école de commerce m'a aidé dans ce sens-là. Si je prends le cas d'une autre expérience, c'était à la base, c'était le manager d'une collègue qui partait de Dubaï et qui partait en Angleterre après. Donc, le réseau m'a aidé à passer des entretiens, on va dire. Et en fait, je n'ai eu que ça. Donc, c'est vrai que le réseau est extrêmement important. C'est un rôle clé et il faut savoir l'animer, l'entretenir et après savoir s'en servir derrière. Bien sûr. Bien sûr. Réseau interne, réseau externe. Si je peux me permettre d'ajouter Oui, ça, monsieur. moi j'ai eu une petite chance. Moi, je suis parti la première fois au Canada, c'était tout seul en PVT, motivé par le fait que d'autres amis étaient partis à l'étranger jeunes. Et tout à l'heure, on mentionnait d'être parti jeune. Je pense qu'en tous les cas, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez une idée en tête de projet d'étranger, faites-le maintenant. La vie, non, mais parce que la vie peut passer vite, on peut se retrouver dans une carrière qu'on aime bien, une entreprise qu'on aime bien, etc. Enfin, ça va vite après aussi de s'installer et finalement de se réveiller 10 ans plus tard, de se faire comme, mais il y a 10 ans, je voulais partir ici, je voulais voir ça, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Plus compliqué. Donc, moi, de l'avoir fait jeune, j'étais vraiment très égoïste aussi de me dire, je fais ce que j'ai envie de faire à un moment donné où, voilà, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de femme. La copine, elle attendra, il viendra me voir, elle viendra me visiter, c'est pas grave. Moi, je vais faire mon délire et on verra où ça nous mène, ok? Et après, quand je suis parti en Angleterre, j'ai travaillé pour une entreprise américaine, mais qui avait un bureau sur l'Europe. Et pendant que je faisais ma résidence permanente pour revenir au Canada, l'entreprise américaine a acheté l'entreprise au Canada pour s'installer aussi au Canada parce qu'ils n'y arrivaient pas à y aller tout seuls. Donc, ils ont racheté une entreprise sur place. Moi, j'ai gardé ça en tête. Et 6 mois plus tard, quand j'étais encore dans l'organisation et que j'ai reçu mon visa,
Il s'avère que de Londres, je travaillais avec les équipes de Suisse, de Belgique et de France, évidemment. Le directeur des ventes France m'a permis, en fait, à travers son réseau, de me mettre en relation avec les gens en Canada. Et j'ai passé des entretiens virtuels. Et la même journée où je démissionnais finalement de l'entreprise sur l'Europe, j'envoyais aussi mon contrat d'embauche à Toronto. Et j'ai quitté l'Angleterre, repassé par la France, arrivé à Montréal, parti à Toronto, tout ça en 10 jours, pour m'assurer justement que mon rêve d'étranger allait bien se passer. Donc, j'ai rien laissé sur la route qui pouvait me retenir et j'y suis allé à fond. Mais en effet, ça a pris du réseau, ça a pris un petit peu de chance, ça a pris d'être au bon moment aussi, au bon endroit. Mais de savoir la saisir quand elle se présente et pas de se dire « Oh, peut-être c'est un petit peu trop tôt, je voudrais rester encore un peu ». J'ai juste dit, OK, j'y vais et on verra ce qui s'y passe. Et ça fait 20 ans, quoi. Donc le réseau très important pour se lancer à l'étranger. Je veux bien rajouter un tout petit truc, c'est qu'il y a tant le réseau, donc effectivement digital, professionnel, etc. Moi, typiquement, quand je suis partie en Polynésie, c'était un clic sur une annonce LinkedIn en Polynésie française qui a fonctionné et j'avais ma promesse d'embauche 4 jours après. Mais il y a aussi le réseau, je dirais, physique. Il ne faut pas oublier le contact humain. Il ne faut pas oublier de venir oser parler aux gens, de venir oser rencontrer, provoquer un petit peu la chance, etc. Typiquement, moi, quand je suis partie au Canada, je n'avais pas de boulot. Je suis partie en me disant, je verrai sur place. Au départ, je trouvais rien du tout dans mon domaine, donc marketing et communication. Au bout de 3 mois, je me dis, j'aime pas ne rien faire, j'ai envie de rencontrer des gens, de voir du monde, etc. J'ai commencé à travailler dans une boutique de vêtements. C'est là aussi où le lien avec l'humilité, voilà, il faut pas l'oublier, c'est que il faut être prêt aussi parfois à recommencer un petit peu en bas de l'échelle et à sortir de sa zone de confort. Mais c'est finalement via cette boutique de vêtements que j'ai pu vendre un manteau au PDG de Naos Nord-Amérique, avec qui finalement j'ai sympathisé, j'ai discuté, on a créé une relation et il m'a proposé un poste après directement dans l'entreprise où je suis restée 3 ans. Donc il ne faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort et à se dire ok, je vais aussi à la rencontre des gens et je viens provoquer un petit peu cette chance et ce réseau, quoi. Parfait, merci Margot. Ça illustre vraiment bien tous vos propos. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose. Ce que je peux vous partager de mon expérience, c'est que j'ai eu, lorsque je travaillais chez Carrefour, l'opportunité de racheter une société. Et j'ai lié, d'abord, on en revient à l'humilité. Quand on est dans la position de racheter, il faut savoir être humble et il faut savoir comprendre la culture et la problématique de l'entreprise que l'on rachète. Et j'ai réussi à lier de très bons liens avec mes collègues actuels qui, quelques années plus tard, sont venus me débaucher pour que je commence à travailler avec eux et que je quitte une multinationale et un statut très confortable pour partir dans une société qui était toute petite à l'époque et qui est devenue le numéro 3 du marché roumain après 12 ans de gros travail. Et oui, il faut savoir être ouvert, il faut savoir parler avec les gens, il faut savoir donner, il faut aussi savoir bénéficier. Mais c'est très important. Et la notion de réseau, c'est pas seulement quelque chose de digital, c'est aussi, je crois que ça a été bien souligné, il y a une partie d'amitié, il y a une partie d'opportunité et d'être au bon moment et au bon endroit. Carrément. On va passer à la thématique suivante. Je te laisse la présenter. Ok, merci beaucoup. Là, on peut passer du coup à la partie conseils. Nous aimerions savoir si vous avez des conseils à donner en plus de ceux que vous avez déjà dit. Du coup, parce qu'on a quand même balayé pas mal de points, notamment avec la culture, la langue, les aspects aussi de la personnalité, avec l'humilité, etc. Donc, est-ce que vous avez des choses à rajouter et aussi pour mentionner les erreurs, si vous avez commis des erreurs que vous nous recommandiez d'éviter, en tout cas pour
pour les étudiants? Oui, moi là-dessus, je pense que parfois on a tous envie de trouver un travail très rapidement et je pense que spammer parfois les gens, ça peut arriver sur LinkedIn avec des messages préfaits, avec juste le prénom qui change. Parfois pas, ça se remarque tout de suite. Donc voilà, je pense qu'il faut aller dans le détail. Et il y a aussi quelque chose, moi de mon côté, j'anime aussi le réseau de l'école de commerce que j'ai pu faire après. Je trouve essentiel en fait de ne pas se placer toujours en demandeur, mais savoir aussi partager des choses. C'est-à-dire que je vois parfois dans certains échanges, les personnes qui cherchent un travail ou qui cherchent quelque chose ne sont que demandeurs. Et donc du coup, ça ne pousse pas nécessairement à vouloir donner, tandis qu'une personne qui partage une expérience, même si cette personne n'a pas trop d'expérience, mais il y a toujours des choses à partager. Je pense que c'est important de se placer en, on va dire, d'égal à égal et de pouvoir partager certaines choses, ou poser des questions, peu importe, mais l'échange est clé, selon moi. Donc, être bien ciblé, vraiment bien ciblé ce que l'on souhaite, c'est extrêmement important, sinon on peut le regretter d'un point de vue carrière après. Et deux, être dans l'échange pour le coup, et comme disait Margot aussi, ça peut être un échange, voilà, rencontrer physiquement, proposer ça, et ça c'est assez intéressant aussi. Voilà, c'est un petit peu ce que je dirais où il faut faire attention. Parfait, merci. Très bien. Si quelqu'un d'autre veut se lancer sur... Ouais, si je peux, pour faire du pouce là-dessus, comme on dit au Québec, ici les gens sont... le marché de l'emploi est très compliqué en fait. C'est vraiment l'image qu'on en donne, c'est un iceberg. Donc il y a tout ce qui est affiché, sur lequel tout le monde va taper dessus. Donc forcément, dès qu'il y a une description de poste qui sort, il y a 10, 20, 30, 40, 50, 60 CV qui sont transmis. C'est compliqué de faire un tri pour tout ça. Et il y a tout le reste en dessous qui n'est que du réseau, de la prise de contact, des discussions, aller dans des événements de réseautage. Donc on appelle ça ici des 5 à 7 au Québec. Je pense que 5 à 7, on m'a dit en France que ça avait une autre connotation, mais toujours est-il que c'est des événements de réseautage où il faut aller pour se montrer et discuter. Et comme a dit mon collègue avant, le but, ce n'est pas d'être toujours en demande. Est-ce que vous cherchez quelqu'un? Est-ce que vous voulez faire ci? Est-ce que vous voulez faire ça? Mais plus juste dans l'échange. Essayez de marquer les gens qui se rappellent de vous pour ce que vous êtes individuellement, humainement. Pas toujours la carte d'affaires. Okay? La carte d'affaires de qui vous êtes ou du poste que vous avez ou du CV que vous avez, c'est important. Mais je veux dire, les compétences interpersonnelles sont bien plus importantes et élégantes de nos jours que uniquement les compétences techniques. Une compétence technique, ça peut s'apprendre. Je suis DG d'un centre de formation. On a formé plus de 2000 personnes l'année dernière et on a formé beaucoup de gens sur ChatGPT. ChatGPT, il y a 2 ans, ça n'existait pas. Aujourd'hui, les gens sont rendus qu'ils savent s'en servir dans leur organisation et que ça aide vraiment. Donc, des compétences techniques, ça s'apprend. Compétences interpersonnelles, on l'a ou on ne l'a pas, mais on peut essayer de la renforcer. Donc, mon conseil, c'est restez vous-même et faites l'effort de parler aux gens de qui vous êtes et pas toujours de ce que vous pourrez forcément apporter à l'organisation et est-ce qu'elle cherche quelqu'un comme vous parce que vous êtes le meilleur dans ce que vous faites. Juste y aller humblement, humainement, et c'est ça que les gens vont se rappeler au final. Et c'est ça qui va faire la différence après. Bravo Mathieu, c'est ça. C'est très bien résumé. Il y a une phrase qui m'a toujours accompagnée, c'est la chance sourit aux audacieux et ça a toujours porté ses fruits. Honnêtement, il faut pas hésiter. Je pense dans un conseil anti-erreur à donner. Je vous ajouterai une petite note. Alors, c'est peut-être parce que, je dirais, la Roumanie, c'est un pays assez inconnu, mais c'est un pays très dynamique et il y a énormément d'IT. Et ce que je vois beaucoup, alors je vois 2 phénomènes très intéressants. Je vois un phénomène où des gens travaillant sur le pays, enfin vivent à l'étranger. Ils ont cette possibilité de travailler en remote. Et ils partent vivre 1 mois, 2 mois, 3 mois dans un autre pays, justement par curiosité, pour aller voir comment les choses se passent ailleurs. Et je pense que
le fait que l'on ait la possibilité aujourd'hui de travailler un peu de n'importe où et surtout de travailler à un niveau qui est international, hein, dans les échanges que l'on a, des collaborateurs qui peuvent être en Asie, qui peuvent être sur le continent américain ou en Afrique. Je pense qu'on peut travailler avec l'étranger depuis son salon, ou on peut aller vivre à l'étranger tout en travaillant depuis son salon, mais pour une société qui peut être française ou quelle que soit la nationalité de cette société. Et je pense que là, c'est un petit peu aussi une expérience qui est on va dire une forme d'expatriation qui peut être pour un très court terme ou un moyen terme et qui peut aussi ouvrir pas mal de portes. Parfait. D'accord. Et Et puis, Grégory, vous vouliez ajouter quelque chose tout à l'heure? Quelques mots. Juste quelque chose sur plutôt ce qui a évité de ce que j'ai vu. Parfois, on veut vraiment partir à l'étranger, ça peut être un souhait très fort, mais ne pas non plus se jeter sur la première opportunité parce qu'elle va présenter une porte, un moyen de partir à l'étranger. Il faut prendre la mesure des risques aussi de partir à l'étranger. L'impact qu'il peut y avoir au niveau des visas, par exemple. J'ai eu à l'époque une possibilité avec mon ancienne entreprise, Accenture, de transférer directement à l'étranger, chose que je n'ai pas faite puisque, en fait, on se retrouve avec un visa qui est attaché à son contrat de travail. Aucune possibilité de changer d'entreprise. On est associé à l'entreprise. Si on est licencié, fin du contrat du visa et retour en France sous 3 mois. Donc, parfois, il faut aussi savoir dire non et un peu réguler son envie de partir à l'étranger, même si on a vraiment envie de partir, parce qu'on peut se retrouver dans une situation qui est pas forcément idéale. Et après, il faut s'en sortir. Alors, quand on n'a rien, quand on n'a pas de famille, c'est plus simple. Quand on commence à se déplacer avec du monde, c'est là où il faut prendre les bonnes décisions et pas juste Vous m'ouvrez avoir du coup le pays. Vous m'ouvrez sur la prochaine thématique, du coup, sur est-ce que vous êtes parti à l'étranger avec votre famille ou est-ce que vous l'avez construite là-bas? Moi, je suis parti avec mon épouse à chaque fois. Principalement, les premiers déplacements, enfin les premiers séjours longue durée, on va dire, à l'étranger, ont été faits parce que quand je n'avais pas forcément envie de partir, de faire mon projet pendant 8 mois, 1 an à l'étranger et puis laisser mon épouse en France. Donc, ce que j'ai négocié à l'époque avec mon entreprise, c'est vous m'expatriez. Donc, j'ai connu la vie à l'étranger en expatrié et en local, on va dire, en contrat local, ce qui est vraiment 2 choses différentes. On n'a pas le même confort de vie, on n'a pas les mêmes perspectives quand on est expatrié ou quand on est un employé local. Ok, ça marche. Et pour vous, Fabien, Mathieu, Margot, Gaëtan, vous avez construit votre vie là-bas ou Non, moi je suis parti. Au début, je suis parti avec mes valises et maintenant je suis parti avec mes meubles. Donc, donc voilà. Non, solo de ma part. Ça marche. Moi, je suis parti seul et je dirais maintenant j'ai absolument tout ici. Donc, je n'exclus pas de nouveau je ne quitterai pas le pays, ça c'est une certitude. Je resterai basé en Roumanie. Mais par contre, oui, les déplacements professionnels sont de toute façon à l'ordre du jour. Et moi, je suis parti tout seul, comme je le disais tout à l'heure, mais moi, c'était, mon idée à moi, c'était de toute façon de ne pas avoir quelque chose qui me rattache. Moi, je voulais vivre cette expérience de partir à l'étranger et je ne voulais pas vraiment j'avais eu des histoires et j'avais des gens dans ma famille qui auraient voulu le faire et qui ne l'avaient jamais fait. Et à chaque fois, leur histoire de pourquoi ils ne l'avaient jamais fait, c'était tout le temps lié, soit en effet à une conjointe du moment, qui n'était d'ailleurs jamais celle avec qui ils étaient au moment où ils me racontaient l'histoire, ou parce qu'ils n'avaient pas eu le courage de le faire. Et moi, je me suis dit que j'aurais le courage de le faire, j'avais l'envie de le faire, et que je ne devais pas me retenir de le faire, et qu'après, les choses se passeraient en fonction de ce qui se passerait. Bien sûr. Maintenant, bien sûr. c'est sûr que quand je suis revenu au Canada il y a quelques années maintenant en arrière,
j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme, la mère de mes enfants, etc. Voilà, mais elle n'a pas fait partie du tout des voyages préalables, on va dire. Ouais. Et vous, moi, j'avoue Margot, que je suis partie avec mon conjoint, revenue avec mon conjoint, repartie avec mon conjoint, revenue avec mon conjoint. Donc, il me suit bon, depuis ça 10 va. ans, 15 ans maintenant même. C'est pas tous les jours facile, hein. L'expatriation a quand même aussi ces petites, ces petites difficultés quand on part à deux, hein. C'est toujours plus facile quand on est seul de se gérer. À deux, bah, c'est vrai qu'il y a deux carrières professionnelles, il y a deux envies parfois qui sont pas conjointes au même moment, etc. Mais pour le coup, j'ai la chance on a la chance tous les deux d'avoir un boulot qui nous permet, quel que soit le pays, de travailler et de trouver facilement tous les deux. Donc, on a toujours vécu la chose tous les deux. Et donc là, aujourd'hui, on est en France, mais on a déjà le projet forcément de repartir. Je pense que par contre, on sera à peu près tous unanimes, je pense, autour de la table, sur le fait de dire que on prend vite goût quand même à l'expatriation et à l'étranger. Et je pense qu'on aura toujours le cœur un petit peu déchiré en deux avec ses attaches et ses racines qui resteront en France. Mais quand bien même si on va passer 6 mois, 1 an, 12 ans dans un pays, voilà, on a toujours l'envie de découvrir, de repartir, de challenge aussi, hein, de sortir de sa zone de confort. Donc voilà, nous, c'est l'idée aussi quand même de repartir aussi tous les deux à terme à l'étranger. Parfait. Et du coup, comme vous êtes à peu près tous à l'étranger, est-ce que vous avez l'intention de revenir en France? J'ai l'impression que non, mais est-ce qu'il y a un non? Est-ce qu'il y a un oui? Non. Encore. Peut-être, mais si c'est le cas, c'est pour juste repartir. Oui, donc l'international, c'est quand même. Peut-être, honnêtement, c'est pas maintenant, hein, mais peut-être la retraite sur la côte française, bassin méditerranéen, parce qu'après s'être tapé des hivers et des Ça, c'est l'hiver rigoureux qui parle, québécois, je pense qu'il y a des moments où on se dit mais pourquoi j'ai pas choisi l'Australie, quoi. Donc ouais, il y a des moments où je me dis que peut-être il y a un phénomène ici au Québec qu'on appelle les snowbirds. Donc tous les Québécois qui sont à la retraite, littéralement l'été, là, quand arrive le mois d'octobre, là, c'est pas rare que vous les voyez partir. Ils s'en vont tous en général en Floride. Donc il y en a énormément en ce moment-ci dans les alentours de Miami et plus. Et il y a plein d'ailleurs de choses qui se font là-haut qui sont très très axées sur le Québec à Miami et qui vont littéralement vivre les pieds dans le sable au bord de la mer pendant 6 mois et ils reviennent quand les beaux jours et le printemps québécois revient. Donc j'avoue que la Floride, j'y suis allé quelques fois en vacances, c'est très très cool, mais peut-être une partie de la retraite sur la France, oui, mais ça ne sera jamais une année complète, c'est sûr et certain. Ça marche, parfait. Donc, vous avez à peu près balayé toutes les questions qu'on avait. Si on peut laisser la parole à nos 3 camarades pour les questions du public. Voilà, je vois qu'ils en ont sélectionné quelques-unes. Oui, absolument. Donc, par contre, on s'excuse, on n'est plus que 2. Angie a dû nous quitter pour des raisons personnelles. Donc, déjà, on remercie tout le monde. On a pas mal de questions qui sont tombées. Donc, on peut commencer par celle-ci. Première question, donc, à quel moment de sa carrière est-il le plus avantageux de partir? Si quelqu'un veut prendre la parole. Maintenant, partez quand vous êtes jeune, parce Ouais, que je pense. l'état d'esprit est à la découverte, l'état d'esprit est à l'aventure. Vous êtes beaucoup plus. Je pense que il y a aussi une notion, hein, des fois, c'est sur la portion financière. On est peut-être plus enclin quand on est jeune à, je sais pas moi, vivre en colocation et prendre peut-être un salaire un petit peu moins élevé parce que on mise sur l'apprentissage que l'expérience va nous apporter. Ce qu'aujourd'hui, moi, à 46 ans, vous me dites d'aller vivre en colocation avec des gens que je ne connais pas parce qu'il faut que j'aille travailler quelque part, ça va être non, je vais me prendre mon appart à moi tranquille. Donc, non, vraiment, je pense, partez tôt parce que l'état d'esprit est complètement différent. Plus vous allez rentrer dans votre carrière, plus vous allez voir des choses et peut-être que les chemins et l'envie va changer. Donc, plus vous êtes jeune et plus c'est le moment d'y aller. En tous les cas, moi, c'est mon conseil, foncez maintenant.
Et je rajoute à ça, effectivement, foncez quand vous êtes plus jeune parce que, en fait, aussi en France, il y a quand même une hiérarchie très poussée, une hiérarchie qui n'existe pas toujours dans les pays, dans d'autres pays. Donc, c'est vrai qu'on peut se retrouver à des postes seniors beaucoup plus élevés assez rapidement parce qu'il y a un peu ce côté on vous donne la chance. Et donc, ça peut être très bien pour dynamiser, créer un réseau très rapidement au début de sa carrière, potentiellement revenir ou pas, mais en tous les cas, début de carrière, pour moi, c'est vraiment important parce que c'est là où tout se fait. Ça ne veut pas dire qu'en fin de carrière, on ne peut plus rien faire, mais je pense que partir à l'étranger, ça serait au début parce qu'on peut tout construire. D'accord. Très bien, merci beaucoup. On va On passer a à la seconde une question. seconde question. Les recruteurs à l'étranger ont-ils des attentes différentes par rapport au CV ou à l'expérience? Globalement, oui. Oui. Déjà, il faut s'assurer que dans le pays où on candidate, quel est le format du CV qui est attendu. Si c'est une page, si c'est 2 pages, si on va mettre ses hobbies, si on va mettre des choses que l'on ne met pas dans d'autres pays. Si on prend les pays comme le Japon, le CV n'a pas du tout la même structure qu'un CV en France. Et puis derrière, les recruteurs ont toujours cette volonté de trouver un bouton à 5 pattes qui veut un salaire très bas et qui est prêt à partir tout de suite. Et ça, c'est international. Et pour le coup, il y a quelque chose de très franco-français, c'est qu'on accorde beaucoup d'importance en France au diplôme. Or, à l'étranger, on va beaucoup plus regarder justement le savoir-être, l'envie, la curiosité, comment on est capable de venir s'adapter dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on va amener en fait aussi humainement et en termes de compétences, plus que j'ai fait une giga grande école à renommée internationale et ça, globalement, ils s'en contrecarrent la plupart du temps. Très bien, merci beaucoup. On va passer à la question suivante. Ça concerne les VIE. Donc, pour petit rappel, volontariat international en entreprise. Donc, la question est, pensez-vous que les VIE peuvent fournir une bonne première expérience à l'étranger? Oui. Complètement. Très bien, C'est même presque la meilleure expérience. Alors les places sont très chères, hein, mais globalement le package est hyper intéressant. C'est souvent sur des vrais postes ultra challengeants et très orientés international. Donc c'est souvent de très belles opportunités et déjà un pied d'entrée dans des grands groupes intéressants. Ou même dans des petites PME. Aussi. Tout dépend de. Je vous donne simplement un petit exemple. Vous avez des grandes entreprises françaises qui se produisent dans d'autres pays, qui invitent leurs sous-traitants. Et ce sont des opportunités à prendre. Et ça offre énormément de liberté, ça laisse énormément de place à la créativité et puis pouvoir faire ce que l'on ne pourrait pas faire en France. Très bien, merci beaucoup. Une question suivante, ce serait le fait d'avoir étudié en France vous a-t-il donné un avantage concurrentiel à l'international? Non, pas vraiment. Les diplômes sont différents selon les pays et l'approche aussi par rapport aux diplômes est différente. C'est intéressant juste de comparer ce que d'autres personnes vont apprendre. Certains de mes collègues qui ont eu des diplômes locaux qui ont passé leur diplôme et de voir justement que l'importance, des fois, le diplôme n'a pas vraiment d'importance selon le pays. Au Japon, pour prendre l'exemple un peu extrême, des gens vont rentrer pour devenir consultant en IT en sortant d'une fac de langue en ayant appris une LV3. Ce qui est important, c'est plus l'école ou la capacité de l'étudiant après à apprendre son nouveau métier. Donc le diplôme, finalement, qu'on arrive avec un diplôme français ou autre, on sera traité de la même façon. Ce qui est très important, c'est le savoir-être. Le savoir-faire, ça prend toujours. Mais c'est bien de comparer quand même un peu parce que les recruteurs, si vous arrivez quelque part et que votre diplôme, il n'y a pas de correspondance, c'est bien d'essayer de trouver quand même la correspondance à peu près à ce que c'est, ne serait-ce que pour le mettre sur le CV, mais de le stipuler, diplôme français, voici la correspondance ici, ça donne un peu un niveau. Et dépendamment de la motivation des gens, je ne sais pas ça va être quoi leur carrière dans le privé ou dans le public. Je sais par exemple qu'ici, au Québec, pour travailler dans le public, ça prend un certain niveau de diplomation. Et si vous ne l'avez pas, c'est pas juste que vous ne pourrez pas travailler dans ce milieu-là, vous pourrez tout simplement, enfin, votre CV sera de toute façon automatiquement éliminé,
mais même en termes de consultants, parce que ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous le dis, ça m'est arrivé pendant la pandémie. Pourtant, c'était pour aider dans le domaine médical, où à ce moment-là, j'étais gestionnaire de projets, gestion de projets numériques, technologiques, et le fait que je n'avais pas le niveau de diplomation à l'époque, avant que je refasse justement ma licence, m'a empêché en fait d'avoir ce contrat-là, alors que c'était pour un contrat de consulting. Donc, c'est pas tant important. Ils vont pas se dire, OK, bah, il a tel diplôme, là, on sait ce qui vient avec derrière, forcément. Mais c'est bien de le comparer, d'être capable au moins de leur signaler. Et dépendamment de si vous voulez peut-être faire un cursus dans le secteur public, là, par contre, c'est pas le titre du diplôme, mais c'est l'équivalent du diplôme, justement, qui peut éventuellement vous permettre de rentrer ou pas. Très bien, merci à vous. On a cette question. Oui, je la pose. C'est concernant les conjoints qui suivent, en fait, les personnes qui s'expatrient. Est-ce que ça risque pas de causer un frein dans sa carrière? Oui, c'est évident. En fonction du pays où on part, il n'y aura pas les mêmes opportunités derrière. Donc c'est vraiment, quand on part avec conjoint, c'est un projet qui est familial. C'est pas juste, on pense en premier à sa carrière et puis le conjoint s'adapte derrière. C'est vraiment un choix à deux et soit on a un conjoint qui a une facilité pour retrouver un poste rapidement, soit des fois, dans certains pays, si on n'est pas invité, retrouver un emploi va être beaucoup plus long. Et il faut être prêt en partant à deux d'être dans cette situation-là, donc de ne compter que sur un salaire déjà, et pas imaginer avoir déjà les deux salaires dès le début, c'est plus sécurisant. Ok. Tout dépend, bien. ouais, effectivement, le job du partenaire, mais c'est vrai que c'est toujours parfois au détriment de l'autre. Moi, j'avoue que mon conjoint est infirmier de bloc opératoire, donc il trouve partout et lui, pour le coup, c'est toujours au même niveau, malheureusement. Très bien, merci à vous. Donc on a une question. Vous avez mentionné avoir rencontré quelques difficultés liées à la langue. Pourriez-vous nous expliquer comment vous vous êtes préparé pour surmonter ces obstacles et adapter vos discours durant l'entretien, justement? Je peux commencer sur celle-ci. Je pense que souvent, ceux qui partent à l'étranger, enfin en tout cas ça a été mon cas, je me suis un peu jeté à l'eau, sans trop réfléchir pour le coup. Du coup, bon, on fait un petit peu des actions, enfin un peu des actions où on va apprendre à se présenter, on va apprendre des choses clés. Donc c'est pas mal d'entraînement, s'entraîner un petit peu à l'oral. Comment anticiper potentiellement maintenant si je devais faire un conseil par rapport à ça, ça serait plutôt de dire faire des stages potentiellement un petit peu avant, stage à l'étranger, 1 mois, 2 mois. Clairement, ne pas viser des écoles, mais plutôt viser, voilà, de bien s'imprégner de la culture, pouvoir sortir un petit peu, échanger avec les locaux, c'est extrêmement important. Mais je pense qu'il n'y a pas de réelle préparation. Je pense qu'on apprend aussi, et c'est la beauté du projet. Parfois, on peut apprendre directement sur place. Et ça demande beaucoup de résilience, mais c'est très, très sympa. Merci beaucoup. Donc on va passer à la question suivante. Je lis la question telle qu'elle est. Bonjour, je suis prise à McGill University au Canada en licence 3 pour poursuivre un certificate. Lequel me recommandez-vous entre Applied Marketing et Public Relations and Communications Management? Je validerai ce certificate plus ma licence IAE option BA. Merci d'avance. J'espère que ça a été clair. Sinon, je peux essayer de la reformuler peut-être. Non, c'est hyper clair. Moi, je dirais que tout dépend ce que tu veux après derrière. C'est deux choses qui sont très différentes. Alors déjà,
McGill, c'est très cool, donc je te dirais d'y aller. Mais après, de ce que je comprends, il y en a une qui est plus orientée marketing et l'autre qui serait plus relations presse et relations publiques. Donc, renseigne-toi bien sur les métiers en fait qui peuvent t'amener telle et telle voie, qui sont quand même généralement très différentes et très segmentées dans les groupes marketing. Donc voilà, après, suivant tes envies. Merci, très belle Merci. réponse. Ensuite, donc, on va commencer un peu à être dans la fin de nos questions. Est-ce que vous pensez qu'il est bien de faire un master complémentaire quand on arrive dans un nouveau pays pour se mettre à niveau par rapport aux attentes du marché en question? Pas. Non. Le marché du travail, il n'est pas, une fois encore, basé sur le niveau de diplomation, à moins éventuellement de vouloir aller dans les marchés publics. Mais là encore, vous allez arriver quelque part, donc l'objectif, c'est pas. Si vous venez pour les études, vous venez pour les études, mais si vous venez pour travailler, vous installer, y passer quelques années dans le but de commencer une carrière professionnelle, en tout cas, peut-être laisser l'aspect scolaire sur le côté pour l'instant et vous focuser sur trouver un emploi, vous mettre dans la culture du travail de là-bas et voir ce qu'on y découvre. Dans tous les cas, au Canada, les entreprises, reprendre des cours, c'est pas une problématique. Il y a même des entreprises qui participent à payer ou à aider à financer si le candidat est bon, il passe du temps dans l'entreprise et à un certain moment, on a envie de le faire monter en grade dans l'organisation. Il y a des e-MBA qui sont par exemple financés en partie par l'entreprise, mais ça ne va pas être la première chose pour laquelle on va vous recruter. Il faudra faire vos preuves avant de voir ça. Donc moi, je dirais, venez avec votre CV, commencez votre parcours avec humilité et vous verrez où ça va vous emmener. Avec le micro, c'est mieux. Merci à vous. Prochaine question. L'avant-dernière, du coup. Avez-vous passé des tests de langue anglaise pour partir travailler à l'étranger? Si oui, lesquels? Non. Margot qui dit non. Ben, vous allez sûrement faire le TOEFL, là, je pense, ou TOEFL ou TOEIC. Là, c'est ceux qu'on entend parler le plus souvent. Littéralement, si vous venez au Canada, ça ne sert à rien. Là. Ils vont très vite vous poser 3-4 questions dans l'entretien, ça va être réglé. Hein. Ils vont savoir si vous avez un anglais qui vous permet d'aller passer un week-end à New York et commander 3-4 pizzas, ou si vous avez un anglais qui est capable de vous faire des courriels et un meeting d'1 heure avec des gens de Toronto et de New York, justement. Donc non, c'est pas ça qui va vous donner quoi que ce soit, ils vont même pas le regarder. Complètement d'accord là-dessus. Je pense que le TOEFL, ce serait effectivement le meilleur. Et après, le seul test, c'est le test de la vie réelle. Mais je ne pense pas qu'un test devrait être un frein. Encore une fois, je pense qu'il faut savoir se lancer, prendre des risques et c'est important. D'accord. Et Et jamais oublier que l'accent français, c'est sympa aussi. Hein? Un Français qui parle anglais ou qui parle une langue étrangère, on le reconnaît, pas dire, mais à peu près 1 kilomètre à la ronde. Donc, vos expériences, comment vous savez humaniser vos expériences et faire passer un message, c'est beaucoup plus important qu'une certification qui finalement vous aidera pas. Si une société veut vous embaucher, c'est qu'elle est intéressée par votre profil, elle est intéressée par votre parcours. Soulignez le plus possible vos résultats et comment vous atteignez vos résultats. Parce que ça vous aidera beaucoup, ça aidera beaucoup un recruteur ou quelqu'un qui embauche à vous comprendre, à vous cerner et savoir ce qu'il peut arriver à faire, ce que vous pouvez arriver à faire ensemble. Si je peux ajouter là-dessus, là, quand vous arrivez, vous avez un accent, comme Gaëtan l'a dit, là, okay. Ça a un côté un peu exotique, un peu sexy, là même, on ne va pas se le cacher là, dans certains cas. Là. Commencez pas à forcer de vouloir avoir l'accent du cowboy américain là, qui parle comme ça. Ça ne sert à rien. Il y a des chances que vous allez prononcer des mots qui ne vont rien dire ou ils ne vont pas les comprendre. Donc, gardez votre naturel, parlez anglais avec votre vocabulaire et enrichissez votre vocabulaire en fait, plutôt que ce soit personnel ou même professionnel d'un point de vue peut-être technique, dépendamment du métier que vous faites. Ne cherchez pas à vous donner un faux accent.
C'est garder votre façon de parler, énumérer correctement, soyez peut-être plus calme. Moi, je sais que je parle un peu vite en français. Quand je parle en anglais, je prends beaucoup plus mon temps pour parler parce que justement, je vais être un peu plus posé parce que je n'ai pas le même débit, je n'ai pas le même vocabulaire non plus. Mais gardez beaucoup de naturel là-dedans. Ne cherchez pas à faire comme si vous étiez... Ce n'est pas l'accent qui fait que vous êtes bilingue, c'est la richesse de votre vocabulaire qui va le montrer. Et en parlant de richesse de vocabulaire, moi j'avais un petit tip là-dessus. Je crois que c'était pas pour le contenu, mais je regardais beaucoup les discours des politiciens. Et le vocabulaire était assez riche. Ça dépend où on est. Mais c'était agréable en tous les cas de pouvoir un petit peu enrichir la conversation comme ça. D'accord. Très bien, je vous remercie. Et ben, on peut passer donc à la dernière question. Si c'était à refaire, repartiriez-vous, de la même façon? Fois 1000. Ouais. Je pense que de toute manière, on apprend de ses erreurs aussi et quelles qu'elles soient, vous allez vite vous rendre compte que ça forge et que ça sera jamais un frein pour celui qui veut vraiment atteindre son objectif. Encore une fois, préparer au maximum. Voilà, il faut pas y aller non plus, comme mon chef aime dire: «Bite et couteau», voilà, désolée de la vulgarité, mais préparer un minimum, mais en revanche, voilà, même les petites erreurs, même les petites difficultés font que ça va vous forger et l'arrivée, elle sera encore plus belle. Aucun regret. Ouais. Il faut vraiment y aller et vraiment ça forge, exactement ce que dit Margot, c'est que ça forge énormément. Et oui, on peut regarder un peu certaines expériences en se disant je me pensais bon, pas mal, je pensais que l'expérience était bonne. Voilà, faut pas être honteux, il faut vraiment prendre ça comme une expérience et non, c'est une très 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 belle chose et on n'en sort que plus riche. Si je peux me permettre d'ajouter, ouais. Juste si je peux, moi, ajouter une petite ma note finale à tout ça, c'est que quoi qu'il arrive, partez en mode expatrié. Quoi qu'il arrive, si ça ne vous convient pas, vous allez pouvoir rentrer en France. Puis peu importe le pays que vous allez choisir, ça se peut aussi que ça ne marche pas. Ça se peut que ça ne vous plaise pas. J'ai des amis, moi quand je suis parti au Canada, j'étais le premier à partir comme ça à l'étranger dans mon cercle d'amis. J'en ai certains qui ont fait la même chose, j'en ai qui ont voulu partir ailleurs. Il y en a qui sont partis ailleurs. Au bout de 6 mois, ils sont rentrés en France et ils m'ont dit merci parce que tu m'as poussé à faire un truc que j'aurais jamais fait, mais ça m'a poussé à me rendre compte que j'adore vivre à Paris et je ne veux pas changer pour rien au monde. Et donc aujourd'hui, elle part en voyage, mais elle n'a pas été expatriée ailleurs ou tenté de faire l'expérience. Vous la faites pour vous, pas pour plaire à qui que ce soit. Donc si le cœur vous indique de partir à l'étranger, allez-y, mais prenez pour acquis que c'est possible que ça ne vous plaise pas, que ça ne marche pas, et que même après avoir passé des périodes très très difficiles, vous êtes accroché, à un moment donné, attention, vous le faites pour vous. Donc ne vous mettez pas en détresse psychologique à l'étranger, seul, avec peut-être pas beaucoup d'amis ou pas vos proches, juste pour dire que vous avez de l'avoir fait. Le retour en France ne sera pas un échec. Si jamais c'est ça qui vient. Moi, je dis souvent que partir à l'étranger, à date, c'est probablement ma première réussite d'entrepreneuriat. J'ai misé sur moi, je suis parti à l'étranger, j'ai pris des risques, j'ai fait des choses que j'aurais peut-être pas fait, normalement. Et je ne dis pas ça a marché pour moi. J'ai fait des choses, j'ai eu des moments difficiles. Peut-être que j'aurais pu rentrer il y a quelques années en arrière, peut-être que je serais parti ailleurs, peu importe. Mais ça va rester que c'est votre expérience et votre expérience, pas celle des autres. Donc vous stressez pas en fonction de où vous arrivez et si vous vous sentez pas bien que ça marche pas. J'ajouterais juste un point et je pense qu'il faut pas oublier. Partir à l'étranger, en fait, ça a un coût, pas financier, mais c'est un coût parfois familial, amical aussi. Et je pense que c'est assez important de le prendre en compte. On peut être loin d'une famille, on peut être loin des amis, etc. Et je pense que c'est assez important de prendre ça en considération. Ça peut être difficile et comme disait Mathieu, effectivement, faut pas. C'est pas une mission que de partir à l'étranger, c'est un choix qui peut ne pas s'avérer bon parfois, qui peut s'avérer très bon, ça peut être de la réussite, un échec, peu importe. Voilà, je pense qu'il faut juste avoir en tête que, eh ben non, on rentrera pas tous les week-ends voir sa famille, que voilà, on ratera certains moments, certains repas, certains anniversaires, etc. Donc c'est assez important de pouvoir un petit peu construire sa personnalité par rapport à ça, prendre des expériences, mais être très conscient de cela. Je pense que c'est vraiment un conseil qui, moi, avec le temps, je suis très à l'aise là-dessus. Mais voilà, c'est quelque chose à prendre en compte.
Je crois que Vivre une finale de Coupe du Monde à l'étranger avec la communauté française, ça vaut la peine quand même. Ça vaut la peine. Assez C'est très nice. C'est très nice, ouais. Sauf comme vous avez votre boss qui est croate et c'est la France qui joue contre la Croatie. Oui, et là, du coup, c'est comment C'est pas toujours évident. Enfin, c'est amusant à gérer, quoi. Et je crois que par rapport à la notion du temps, je crois que la notion du temps, elle s'arrête. À partir du moment où on est parti, on voit, je veux dire, les gens qu'on a laissés de l'endroit où on est parti, ils vieillissent en parallèle. Alors, ils ont des enfants, etc. Et puis un jour, on se retrouve. Moi, j'ai mes bons copains, maintenant, ils ont des enfants qui ont 25 ans. Moi, je les ai vus, ils étaient comme ça. Puis maintenant, je vois quelqu'un qui a 3 têtes de plus que moi. Et c'est pas. Et je crois que aussi quand on part, on a. Oui, si c'était à refaire, je le referais. C'est une question que je me pose à l'heure actuelle et je pense que j'essaierai même d'aller plus loin, même de passer la mer Noire et de regarder d'autres pays qui aujourd'hui offrent des perspectives de développement que d'autres pays ont offert il y a 10 ans, il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Et ça permet aussi de vieillir moins vite parce qu'on s'expose à de nouvelles problématiques. Très bien. Je remercie tout le monde pour justement les réponses très intéressantes que vous avez pu nous fournir. Nous redonnons la parole à donc Lydie et Mathieu. Je vous laisse le micro. Merci du coup pour toutes ces réponses. Je crois qu'on a balayé l'ensemble des questions. On vient tout juste de déposer le lien de notre questionnaire dans la conversation du webinaire. Donc là, ça serait très très gentil de le remplir. Donc là, c'est plutôt à destination des étudiants. Voilà, ça nous aiderait beaucoup pour la rédaction de notre mémoire. Avant de nous quitter, nous tenions à remercier chaleureusement encore une fois nos 5 intervenants pour votre engagement, votre participation tout au long de cette session, votre disponibilité aussi et du coup tous vos conseils. C'était très intéressant d'avoir des profils comme les vôtres. Vous avez des parcours très inspirants et on espère que ça a plu à tous les participants du webinaire. Je souhaitais également remercier l'IAE Clermont-Auvergne et François Cassière encore une fois pour leur soutien et pour tout ce qu'ils mettent en place afin de faire vivre ce réseau d'alumni. On vous remercie vous aussi les spectateurs qui ont suivi le webinaire du début à la fin, je l'espère. Et donc sur ce, nous vous souhaitons un très bon week-end, une belle soirée à toutes et à tous et à bientôt. Merci à l'équipe. Merci à vous. Merci pour l'organisation et merci à tous. Bravo. Merci. Bon week-end. Au revoir. Merci à vous aussi.